Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une analyse vraiment passionnante, celle de Yoo-Sung Kim, chercheur à l'Institut pour les alternatives politiques et économiques. Son travail s'attaque aux racines même de la dette dans le capitalisme moderne et met en lumière un concept absolument clé, le paradoxe du profit monétaire. Allez, on plonge dedans. Et tout commence par une question. Une question qui nous trotte à tous dans la tête. Mais pourquoi est-ce que la dette ne disparaît jamais? Qu'elle soit publique ou privée, on a l'impression qu'elle est toujours là, qu'elle fait partie du décor de nos économies. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est une fatalité? Alors là, l'analyse nous invite tout de suite à voir les choses différemment. On oublie le mythe habituel, l'idée que la dette c'est juste une mauvaise habitude, un manque de discipline ou une erreur politique. Non, non, le diagnostic qui est posé ici est bien plus radical. Il s'agirait carrément d'un défaut génétique, un bug dans le code source du système, dans le mécanisme même qui crée le profit. Et ça, c'est une idée qui franchement change complètement la donne. Ok, pour bien comprendre ce diagnostic, il faut d'abord regarder les symptômes, un peu comme un médecin. Et le premier symptôme, c'est ce que l'auteur appelle l'effet d'escalier. Ce graphique est fascinant, vraiment, parce qu'il met KO la théorie économique standard. Normalement, on s'attendrait à voir la dette monter et descendre, un peu comme des vagues, en suivant des cycles. Mais quand on regarde les données sur plus de 200 ans, eh bien ce n'est pas du tout ce qui se passe. La réalité, c'est qu'après chaque grande crise, la dette explose, puis elle redescend un peu, mais jamais, au grand jamais, elle ne revient à son niveau d'avant. Elle crée un nouveau palier, une nouvelle marche, toujours plus haute. C'est ça, l'effet d'escalier. Une montée qui semble sans fin. Bon, on a le symptôme, cet effet d'escalier. Mais alors, quelle est la cause profonde? D'où vient ce problème? Pour le savoir, il faut aller voir au cœur de la machine et se demander quel est l'objectif numéro 1 du système. Et cette image, elle résume parfaitement une idée essentielle. On a souvent en tête la vision classique de l'économie. Marchandise, monnaie, marchandise. C'est simple, je vends des pommes pour acheter des bananes. Mais la réalité du capitalisme, c'est tout l'inverse. C'est monnaie, marchandise et attention, plus de monnaie. On part avec de l'argent, on produit ou on achète une marchandise pour la revendre et finir avec plus d'argent qu'au départ. Le but du jeu, ce n'est pas l'échange, c'est l'accumulation. L'objectif, c'est de transformer M en M', M' étant plus grand que M. C'est ça le profit monétaire. Et s'il n'y a pas ce plus de monnaie à la fin, eh bien tout le cycle s'arrête. C'est précisément là qu'on touche au cœur du réacteur, à une sorte d'impasse logique, un vrai casse-tête mathématique. C'est ce que l'analyse appelle le paradoxe du profit. Imaginez que toute l'économie est un circuit fermé, une sorte de bocal. D'un côté, il y a les entreprises, de l'autre, les ménages. Pour produire, les entreprises versent de l'argent aux ménages. Ce sont les salaires, les dividendes. Cet argent correspond au coût de production. Ensuite, avec cet argent, les ménages achètent ce que les entreprises ont produit. Logique. Mais il y a un hic, un énorme hic. Le prix total de ce qui est à vendre n'est pas juste égal au coût. Il faut y ajouter le profit. Sauf que, dans notre bocal, le seul argent qui existe, c'est celui qui a été versé pour les coûts. Alors, la question a 1 million. D'où peut bien venir l'argent supplémentaire pour payer le profit? Allez, mettons des chiffres dessus, c'est encore plus parlant. Disons qu'une entreprise dépense 100 € en salaire et en matériaux pour fabriquer quelque chose. Ces 100 € sont maintenant dans les poches des gens. L'entreprise, elle, veut vendre son produit à 110 € pour faire 10 € de profit. Le problème, c'est que dans toute l'économie, il n'y a que les 100 € distribués au départ qui sont disponibles pour acheter. Alors comment trouver ces 10 € qui manquent? C'est le fameux mystère des 10 $ manquants. Et la conclusion est simple et brutale. Si on reste dans ce circuit fermé, sans argent qui vient de l'extérieur, il est mathématiquement impossible que toutes les entreprises réalisent un profit en même temps. Alors, comment le système fait-il pour contourner cette impossibilité mathématique? Eh bien, il a trouvé une solution. Une solution qui marche, mais qui ressemble à ce que l'auteur appelle un pacte faustien. Vous savez, ce genre de pacte où on obtient ce qu'on veut, mais avec des conséquences assez lourdes. La solution, la voilà, ce tuyau caché. Ce tuyau, c'est la création monétaire par les banques privées. Quand une banque accorde un crédit, elle ne prête pas l'argent des épargnants. Non, elle crée de la monnaie nouvelle, ex nihilo, à partir de rien, par une simple écriture comptable. C'est cet argent tout neuf, qui n'existait pas une seconde avant, qui est injecté dans le circuit. C'est lui qui constitue les fameux 10 € manquants de notre exemple. Et c'est cette monnaie qui est en fait une dette qui permet au profit d'exister et au système de tourner. Et là, on voit le pacte faustien dans toute sa logique implacable. L'injection de crédit permet le profit, donc la croissance. Super. Mais ce crédit, c'est une dette. Et une dette, ça vient avec des intérêts. Du coup, pour la période suivante, il faut non seulement rembourser le capital et les intérêts, mais il faut aussi trouver l'argent pour le nouveau profit. Conclusion, il faut une injection de crédit encore plus grande. Et ainsi de suite. Le point central, il est là.
Le système est condamné à une croissance perpétuelle de la dette pour simplement survivre. Si la création de nouvelles dettes s'arrête, le château de cartes s'effondre. Évidemment, ce mécanisme a des effets secondaires. Et on les connaît bien. Une énorme partie de cette monnaie créée à partir de la dette ne va pas financer des usines ou des emplois, ce qu'on appelle l'économie productive. Non, comme le montre ce gros tuyau rouge, elle part directement sur les marchés d'actifs, l'immobilier, la bourse. Résultat, des bulles spéculatives qui gonflent, des inégalités qui explosent et bien sûr, des crises financières qui reviennent encore et encore. Bon, le diagnostic est posé et il est plutôt sombre. Alors, face à ça, quelle serait la solution ? C'est ce qu'on va voir pour conclure. La solution avancée est aussi radicale que le diagnostic. Il s'agirait de passer de notre système de monnaie-dette à un système de monnaie souveraine. Pour faire simple, aujourd'hui, la quasi-totalité de l'argent est créée par les banques privées sous forme de dette avec des intérêts. L'alternative proposée, c'est que la puissance publique, l'État, reprenne ce pouvoir de création monétaire. L'idée serait de pouvoir injecter de l'argent dans l'économie directement, sans créer de dette en contrepartie. Le but ultime, faire tourner l'économie sans être accro à une dose toujours plus grande de dette. Donc, pour résumer, si on devait retenir 3 choses de cette analyse, ce serait celle-ci. Premièrement, l'inévitabilité. L'empilement de la dette n'est pas un accident de parcours, c'est une conséquence mathématique, presque mécanique, du système actuel. Deuxièmement, il faut redéfinir le problème. On ne fait pas face à une crise de la dette, mais bien à une crise de notre système de création monétaire. C'est la source qu'il faut regarder. Et enfin, troisièmement, l'action. La solution ne serait pas dans les débats sans fin sur l'austérité ou la relance, mais dans une réforme bien plus profonde. Qui contrôle la création de la monnaie ? Voilà une perspective qui, c'est certain, donne matière à réfléchir.